Et c'est Bernard Carayon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Tarn, vous êtes spécialiste de l'intelligence économique. C'est une guerre, une guerre économique dont les enjeux financiers sont considérables. On dit souvent que vous êtes à l'origine du sursaut français d'ailleurs en la matière, d'une certaine prise de conscience. On parlait tout à l'heure de ces trois cadres qui avaient des fonctions importantes chez Renault qui ont été suspendus. Un petit mot sur l'automobile, justement, on s'y arrête quelques instants. C'est vraiment un secteur particulièrement exposé face au risque d'espionnage? Il n'y a pas de secteur industriel en réalité qui soit à l'abri de pillage technologique. Tous les secteurs industriels où les temps de mise au point des programmes ou des objets industriels sont importants, font l'objet de ce type de pillage pour une raison très simple, c'est qu'en gagnant du temps, on gagne de l'argent. Il faut 10 ans pour lancer un médicament, il faut 10 ans pour lancer une voiture, un avion, il faut 15 ans pour un avion. Mais il y a justement des secteurs où les process de recherche sont plus longs qu'ailleurs et où donc convoiter et trouver les secrets des autres est plus important. C'est un enjeu qui est partagé et compris par tout le monde et contre lequel il faut évidemment se protéger. Mais je crois que dans cette guerre économique, justement en France, on ne s'est pas doté des armes pour lutter de la même manière que nos grands concurrents. Notre droit français est assez lacunaire pour protéger les grands savoir-faire industriels ou scientifiques. C'est, si vous voulez, une sorte d'ombrelle trouée. On protège par des brevets un certain nombre de savoirs, mais tout ce qui concerne les réseaux commerciaux, les réseaux humains, les méthodes... Mais là, comment on peut se prémunir? Prenons le cas de Renault. Comment Renault peut-il se prémunir l'éventuel retournement de veste de 3 de ses cadres? En les espionnant? Ça peut être ça. D'abord, il y a des formes de protection banales, qui sont des formes de protection physique, des secrets d'entreprise, des secrets d'affaires. Et ensuite, des questions de formation. La formation en France est très insuffisante, elle est mal assurée. Il n'y a pas de véritable stratégie publique en la matière. Et malheureusement, ce qui aurait dû donner lieu à une véritable politique publique à la française, très interministérielle, est restée aujourd'hui une action de chef de bureau. Alors, je n'ai rien contre l'administration, bien au contraire, mais l'administration elle-même ne peut pas engager des réformes innovatrices. Il est très difficile pour elle de fonctionner autrement que de manière cloisonnée. Et vous voyez, par exemple, en matière de sécurité routière, tant que c'est resté une affaire, je dirais, de délégation interministérielle, il y avait encore chaque année 10 000, 11 000 morts. À partir du moment où Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy ont pris politiquement en main ce dossier, on est descendu très vite à 4 000. Alors on comprend, il faut que ça vienne de très haut. Mais quand vous dites par exemple notre droit est lacunaire, ça veut dire qu'on n'a pas les outils juridiques. Donnez-moi un exemple de ce que font des concurrents d'autres pays beaucoup plus armés que nous et qu'on ne fait pas justement. Les Américains en particulier depuis une trentaine d'années, ils ont avec ce qu'on appelle le Cohen Act, la loi Cohen, adopté un dispositif juridique qui protège toutes les informations immatérielles des entreprises. Si vous voulez, la richesse d'une entreprise ne repose pas uniquement sur des objets, sur des technologies, mais aussi sur des informations, et des informations qui doivent être protégées et qui doivent circuler à travers des... C'est dissuasif, ça ? Attendez, et qui doivent circuler à travers des systèmes d'information eux-mêmes extrêmement protégés. L'affaire Wikileaks a montré par exemple la fragilité des systèmes d'information publics, mais c'est encore plus vrai pour les entreprises. Bref, ce dispositif juridique américain marche très bien. Moi, je m'en suis inspiré pour faire une proposition de loi en la matière. Ça fait des années que je la présente et j'ai l'impression de prêcher un peu dans le désert. Mais affaire après affaire, on commence à se rendre compte que c'est un véritable enjeu de guerre économique. Est-ce que vous avez réussi à mesurer ce que coûte l'espionnage industriel à la France chaque année? Je parle pas forcément d'ailleurs en milliards, peut-être en emplois. C'est absolument impossible, mais ça se joue forcément en milliards et en dizaines de milliers d'emplois. Ce que j'observe, c'est que partout dans le monde... Et c'est considérable. C'est considérable. En milliards et en dizaines de milliers d'emplois. Oui, parce que moi je me rends compte que dans la plupart des pays, soit de tradition libérale, soit de tradition autoritaire, on s'est doté d'outils justement pour protéger ces savoir-faire industriels, ces savoir-faire scientifiques. Il n'y a qu'en France où on baigne encore dans la naïveté, dans l'absence
je dirais, de mutualisation des informations administratives et d'entreprises. Dans ce domaine, on devrait avoir ni naïveté ni paranoïa, mais je trouve qu'on est beaucoup trop naïf et qu'on devrait avoir un peu plus de paranoïa. Et la fin de la naïveté, c'est à la fois de savoir se protéger et aussi de savoir aller voler les secrets des autres. Non, parce que ça, c'est illégal. C'est la guerre, non? Non, oui, la guerre comme la guerre. Ouais, mais vous savez, c'est Clémenceau qui disait, à la guerre, il y a des principes, il y en a peu. Je crois que malgré tout, il faut conserver des principes, y compris dans la guerre économique. Vous avez sans doute lu, parce que vous pratiquez la veille économique et donc la veille d'information. L'Aftenposten, qui est un journal norvégien, a publié des informations qui viennent de Wikileaks, les fameux câbles américains. La France est accusée d'être l'empire du mal en matière de vol de technologie. Ce sont des propos prêtés au patron d'un fabricant allemand de satellites, allemand, nos voisins. Ça veut dire qu'on n'est pas des enfants de cœur, nous non plus, non? Alors, j'ai deux ou trois remarques à faire. La première, c'est que l'information que vous donnez et qui émanait d'un ambassadeur américain s'est révélée fausse. Et en réalité, c'est le cadre allemand d'une société spatiale qui l'a donnée. Oui. Elle n'aurait donc pas le même caractère. Oui. Enfin, c'est quand même un concurrent allemand qui dit qu'on est des voleurs. Deuxièmement, en matière spatiale, que les Allemands prétendent être pillés par les Français, il y a de quoi rire. Là aussi pour deux raisons. La première, c'est que il y a un gap technologique considérable entre l'industrie allemande et l'industrie française en la matière. C'est comme si vous voulez, Danone se mettait à piller une coopérative togolaise de lait. Je veux dire, c'est absurde. On a 30 ans d'avance sur les Allemands en la matière. Et j'ajoute d'ailleurs que la plus belle société européenne, Astrium spatiale, est franco-allemande. Donc je veux dire, on peut être amis et ennemis dans ce monde-là, non? Non, mais ça fait pas partie des règles du jeu. En Europe, je crois comprendre qu'il y a très peu d'espionnage et qu'en réalité, les véritables menaces viennent des États-Unis, de Russie et de Chine. Et du Japon, naturellement, pour des raisons qui sont historiques. Mais le pillage entre Européens ne se pratique pas. Alors vous disiez, il faudrait une volonté politique, qu'on déclare cause nationale presque, effectivement, la guerre économique. Au niveau des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté un peu culturelle? Est-ce que les chefs d'entreprise sont suffisamment paranoïaques, si je puis dire, pour ne pas encadrer leurs employés de règles tellement strictes qu'ils n'oseront jamais donner quoi que ce soit à l'ennemi? Alors, les entreprises, paradoxalement, depuis quelques années, ont beaucoup plus progressé que l'État en la matière. Et elles se sont dotées, aussi à la suite des rapports que j'ai pu produire, de directions spécialisées sur ces questions, de politiques de sensibilisation de leur personnel, etc. Bon, avec des résultats évidemment inégaux. Mais il manque vraiment en France une véritable stratégie publique. Et c'est paradoxal que, si vous voulez, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dont on connaît le volontarisme industriel, il y a encore à la matière tant d'amateurisme, tant de dispositifs juridiques lacunaires, une absence de volonté politique, une absence de sensibilisation de notre fonction publique. Merci Bernard Carayon. Voilà un appel assez clair lancé au président de la République. C'est votre vœu pour 2011, d'une certaine manière, présenté au président. C'est un vœu national. Par notre intermédiaire.